Alors je ne sais pas s'il faut appeler ceci une nouvelle mode, je ne crois pas que ça le soit. C'est le problème de l'association thérapeutique des insulinothérapies basales avec les agonistes des récepteurs du GLP-1. Donc c'est ça que nous allons discuter avec le titre « Cette association qui est actuellement pratiquée assez largement, est-elle arrivée à maturité ou y a-t-il encore des possibilités d'évolution ?» Je pense qu'il y aura toujours des possibilités d'évolution avec les nouveaux médicaments qui apparaissent progressivement sur le marché. Alors pour plagier Winston Churchill et William Shakespeare, je vous ferai cette situation. Un jour, William Shakespeare a dit, plutôt Winston Churchill a dit, « Are we at the beginning of the end or at the end of the beginning ?» Et William Shakespeare, c'était « to be or not to be », mais c'était « that is the question ». Donc, on va essayer de... Ouh là là, ne me faites pas des émotions, sinon... Alors là, vous avez passé 40 diapos d'un coup. Non, 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 c'est pas ça. Essayez de me retrouver le... C'est pas ça. Je crois que nous sommes at the beginning of the end. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Remontez, remontez. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut remonter. Il faut remonter. Allez, un petit coup de plus. C'était là. Repassez. Alors, c'est moi qui vais le faire. Ne bougez plus. Voilà. Ne bougez plus. Donc, la première question, c'est d'abord à quel stade du diabète de type 2 doit-on envisager ces associations insulinothérapie basale plus agonistes des récepteurs du GLP-1, que j'appellerai, pour aller plus vite, les analogues du GLP-1, parce que c'est exactement la même chose. Alors vous savez que l'évolution, vous savez d'abord que le diabète sucré est une maladie évolutive, qu'à partir du moment où on fait le diagnostic de diabète sucré, on a une longue phase pendant laquelle on traite le diabète sucré par des antidiabétiques oraux. Ça dépend des individus, ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 15 ans, mais qu'un jour, si le diabétique survit suffisamment longtemps, on arrive à l'échec des antidiabétiques oraux. Et à ce moment-là, bien sûr, le seul recours, c'est de commencer des thérapeutiques injectables, dont les thérapeutiques injectables, au départ, ce sont en général des monothérapies injectables, qui peuvent être soit sous forme d'insulinothérapie basale, soit sous forme d'agonistes des récepteurs du GLP-1. Et puis un jour, ces monothérapies injectables sont elles-mêmes un échec. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? C'est de rentrer dans la période des bithérapies injectables. Ces bithérapies injectables, ça ne peut être à ce jour que les associations d'insuline basale, plus, bien sûr, des analogues du GLP-1, qui se trouvent en compétition à ce moment-là avec des bithérapies injectables, les bithérapies injectables étant des thérapies basales bolus, où ces thérapies basales bolus sont une insuline basale plus des bolus d'analogues rapides, mais en tous les cas, on est dans des bithérapies. Donc ce qu'on va discuter surtout, c'est l'association insuline et analogue du GLP-1. Alors, je vous ai repris ça dans un cadre un peu plus vaste. Vous savez qu'en général, on commence par, quand on découvre le diabète sucré, on commence par des mesures diététiques. Quand ces mesures diététiques échouent, c'est-à-dire quand l'hémoglobine glyquée, comme vous l'a dit le professeur Baudusseau, tombe en dessous de 7%, à condition, bien sûr, que 7% soit l'objectif, on rentre dans les thérapeutiques par la metformine. Quand la metformine échoue, on a le choix en général entre les sulfonylurées et les gliptines, c'est-à-dire les inhibiteurs de la DPP4. Quand les antidiabétiques oraux à dose maximale tolérée échouent, on a le choix entre l'insuline basale ou un analogue du GLP-1. Et quand l'insulinothérapie basale échoue, ou quand les analogues du GLP-1 échouent en monothérapie, on a le choix entre l'insulinothérapie basale bolus ou les traitements qui associent insulinothérapie basale plus analogue du GLP-1. Donc ce qu'on va discuter maintenant, c'est ça. C'est l'échec de la monothérapie injectable et qu'est-ce qu'on fait quand on veut passer aux bithérapies injectables.
Alors, quelques rappels de physiologie. D'abord, la notion d'incrétino-mimétique ou d'incrétino-modulateur, très rapidement. Et de quelle préparation d'insuline basale et de quelle préparation d'analogue du GLP-1 disposons-nous actuellement? Pour les insulines basales, je vais passer très vite parce que c'est quelque chose de classique. Vous avez en haut la NPH, qui n'est pas à proprement parler une insulothérapie basale, puisque la durée d'action est de l'ordre de 12 heures. C'est une insulothérapie intermédiaire. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus considérer que la NPH est une insulothérapie basale, sauf si on veut faire 2 injections par jour. La Lévémir, c'est à peu près la même chose, parce que c'est un analogue dit prolongé, mais en fait, la durée d'action est de l'ordre de 18 heures, pas plus. Donc les vrais... Attendez, il faut que j'ai apprécié... Voilà, c'est bon. Les vrais analogues prolongés ont commencé avec l'insuline glargine U100, c'est-à-dire la fameuse Lantus, qui a été commercialisée en France en 2003, qui est toujours une excellente insuline et un excellent analogue prolongé, avec actuellement des biosimilaires qui sont exactement identiques à la Lantus, qui sont de la glargine U100. Par exemple, le laboratoire Lilly commercialise une glargine U100 qui s'appelle l'Abazaglar et qui a exactement les mêmes propriétés que le produit mère, la Lantus. Le deuxième produit, qui est tiré de la recherche des laboratoires Lilly, c'est l'insuline glargine concentrée, qui est titrée à 300 unités par millilitre au lieu d'être titrée à 100 unités par millilitre, ce qui rajoute une durée d'action de l'ordre à peu près de 12 heures. Donc 36 heures au total de durée d'action. Et puis la star des stars en matière d'insuline plate ou d'insuline prolongée, ce qu'on appelle les flat insulines, c'est la Degludec qui théoriquement a une action qui dure plus de 48 heures et qui peut s'étendre sur 3 jours. Elle n'est pas commercialisée au Maroc, elle n'est pas commercialisée en France. Dans les pays où elle est commercialisée, elle s'appelle Tresiba. Alors, les analogues du GLP-1, vous savez que le concept d'analogue du GLP-1 est basé sur le fait que ce sont des incrétino-mimétiques. Alors, je vous rappelle la physiologie de la production du GLP-1. Le GLP-1 est produit par l'intestin quand il y a un repas qui arrive dans le tube digestif. Il est sécrété sous forme de GLP-1 actif, mais très rapidement désactivé par la dipeptidylpeptidase 4, et ceci en l'espace de 2 minutes. Donc le GLP-1 natif, on ne peut pas l'utiliser pour la thérapeutique du diabète sucré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on a produit des substances, des peptides, qui sont des analogues du GLP-1 et qui ne sont pas dégradables par la DPP4. Donc, actuellement, vous avez toute une série de produits que l'on va voir sur la diapositive suivante, qui sont des analogues du GLP-1 et dont la durée d'action peut être plus ou moins longue selon les cas. Alors, de quoi disposons-nous actuellement? Je crois qu'au Maroc, vous ne disposez pas de l'exénatide qui est commercialisé en France, qui est toujours commercialisé en France sous le nom de Byetta. Ne le regrettez pas trop, parce que l'exénatide a une durée d'action de 8 heures. Il faut faire au moins 2 injections par jour. Et encore, si vous faites 2 injections par jour, vous ne couvrez pas l'ensemble du nictémère. Le lixizénatide, c'est un dérivé, on va le voir sur une diapositive qui suit. C'est un dérivé, c'est un cousin très germain de l'exénatide, dont la durée d'action est un peu plus longue, de l'ordre de 12 heures. Alors, le laboratoire qui vend le lixizénatide, qui devrait s'appeler le Lixumia quand il sera commercialisé, dit que c'est un produit qu'il faut faire 1 fois par jour. En fait, quand on regarde les choses, c'est 2 fois par jour qu'il faudrait injecter du lixizénatide pour assurer la couverture des 24 heures. Donc le vrai analogue, le premier analogue prolongé du GLP-1, c'est le liraglutide, c'est-à-dire le Victoza, dont vous disposez au Maroc, et qui est un produit dont la durée d'action est de l'ordre de 24 heures, ce qui fait qu'on peut faire 1 seule injection par jour. Et puis après, il y a les produits à injection hebdomadaire, avec des produits qui ont été synthétisés. Parmi eux, il y a en particulier le dulaglutide, dont la durée d'action est de 8 jours, dont vous faites 1 injection par semaine. Il est commercialisé en France sous le nom de Trulicity. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous aurez cette préparation à votre disposition au Maroc, bien qu'il ne soit pas encore commercialisé chez vous. Alors, très rapidement, la structure de ces produits.
Le GLP1 natif, c'est ça. Ce qui est très important dans le GLP1, c'est les deux acides aminés qui se trouvent ici. Et la DPP4, qui désactive le GLP1, en fait, coupe la molécule ici, clive la molécule et éjecte les deux acides aminés que j'ai représentés en rouge. L'hexénatide, c'est quoi? C'est une substance qu'on a modifiée, dont vous voyez ici en vert les modifications par rapport au GLP1 actif. Et si vous regardez bien les choses, vous apercevez qu'ici, au lieu d'y avoir de l'alanine, il y a de la glycine. Et c'est cette glycine, la présence de cette glycine, qui empêche l'action de la dipeptidylpeptidase 4 et qui permet par conséquent à l'hexénatide d'avoir une durée de vie prolongée, un peu plus prolongée, de l'ordre de 12 heures. Si vous regardez le lixizénatide, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cousin germain de l'hexénatide. Le laboratoire qui fabrique le lixizénatide s'est uniquement contenté de rajouter ici une chaîne d'acides aminés qui rend le produit effectivement un tout petit peu plus long. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quelque chose de l'ordre de 4 heures, mais c'est un produit qui a une durée d'action de l'ordre de 12 heures. Si nous regardons maintenant le liraglutide, c'est un concept tout à fait différent. Sur l'un des acides aminés qui se trouve ici, on a greffé une chaîne carbonée, dont un acide gras, à 16 atomes de carbone, qui joue le rôle d'écran entre la dipeptidylpeptidase 4 et son lieu d'action, donc qui empêche l'action de la dipeptidylpeptidase 4 et qui confère à ce produit une durée d'action de l'ordre de 24 heures. Et puis ensuite, si on va encore plus loin, voilà le dulaglutide. Alors le dulaglutide, c'est un analogue du GLP1 qui est fixé sur une immunoglobuline. L'immunoglobuline a une durée de vie longue et c'est comme ça que vous obtenez un produit qui a une durée d'action qui est de l'ordre de 7 jours et qui permet par conséquent des injections hebdomadaires. Donc voilà par conséquent les produits dont vous disposez actuellement. Au Maroc, vous disposez du Victoza. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous disposerez du Trulicity, qui est le dulaglutide. Alors l'action de ces différents produits, elle est différente selon que l'on a des analogues courts ou des analogues longs. Tout d'abord le GLP1. Le GLP1 a 3 points d'impact. Un premier point d'impact sur le cerveau, où il diminue l'appétit, flèche bleue. Il a un point d'impact sur la vidange gastrique, dont il ralentit la vidange gastrique, donc il agit théoriquement sur les glycémies postprandiales, flèche bleue. Et puis ensuite, il agit bien sûr au niveau du pancréas, en faisant quoi? En stimulant la sécrétion de l'insuline de manière glucodépendante, dont a priori pas de risque d'hypoglycémie, et en diminuant la sécrétion du glucagon, comme on dit, une action glucagonostatique. Ça, c'est l'action du GLP1 natif. Si on prend les analogues courts du GLP1, ils ont toutes les actions du GLP1 actif. Ils diminuent l'appétit, ils ralentissent la vidange gastrique, dont ils agissent sur les glycémies postprandiales. Par contre, vous voyez, ils ont une efficacité insulinotrope qui est plus faible que le GLP1 natif. Ce qui explique que ces substances soient parmi les analogues du GLP1, les substances qui sont les moins efficaces en termes de chute de l'hémoglobine glyquée. Si vous prenez par contre les analogues longs, c'est-à-dire le Victoza, si vous prenez le Trulicity, je ne vous ai pas parlé de l'hexénatide à libération prolongée, le biduréum, parce qu'il est en train de couler progressivement en raison des maltolérances au niveau des points d'injection et des difficultés des injections, dont il est remplacé actuellement par le Trulicity. Vous voyez qu'ils ont une action sur l'appétit, dont ils vont faire maigrir, pas d'action sur la vidange gastrique, donc a priori moins de risques d'effets secondaires sur le plan digestif, mais par contre moins d'action sur les glycémies postprandiales. Par contre, ils ont une action assez marquée sur la sécrétion de l'insuline, une action glucagonostatique, dont, in fine, ils sont plus efficaces sur l'hyperglycémie basale que sur l'hyperglycémie postprandiale, et de manière globale, ils sont plus efficaces que les agonistes à durée de vie courte. Donc voilà le tableau général actuellement de la panoplie des analogues du GLP1 dont on dispose. Alors regardons maintenant ce qui se passe. Je vous ai dit que le traitement, l'association agoniste des GLP1, des agonistes des récepteurs du GLP1 insuline basale, était un traitement qui était en compétition, c'est une bithérapie injectable qui est en compétition avec les schémas basal, bolus, classique, c'est-à-dire l'intensification du traitement insulinique. Alors là, vous avez toute une série d'études que je vous ai mises, qui sont assez difficiles à lire,
qui sont des études dans lesquelles on a comparé l'association de l'analogue du GLP-1, l'exénatide par exemple, avec un schéma basal-bolus. IBB, ça veut dire insulinothérapie basal-bolus. Vous avez toute une série d'études. Vous avez l'étude 4B, l'étude Flat Sugar, l'étude Get-Gold du haut de l'étude de Begin-Victoza. Dans cette étude, c'est le liraglutide qui a été utilisé. Là, c'est le lixizénatide. Là, c'est un produit que nous n'avons pas en France, que vous n'avez pas non plus, qui est l'albiglutide, qui est un analogue du GLP-1, j'en ai pas parlé, à durée de vie longue. Et puis ensuite, ici, vous avez, il y a une erreur, ce n'est pas le dilaglutide, c'est le dulaglutide, que l'on manipule soit aux doses de 0,75 mg par semaine, soit aux doses de 1,5 mg par semaine, comparé bien sûr à un schéma basal-bolus. C'est les fameuses études Howard. Il y a toute une série d'études Howard, et là, c'est l'étude Howard 4. Alors globalement, qu'est-ce qu'on voit? On ne va pas regarder tous les chiffres sur ce tableau, sinon on n'en finirait plus. Quand vous avez le signe moins devant un chiffre, ça veut dire que c'est l'association analogue du GLP-1, insulothérapie basale, qui est gagnante. Quand vous avez le signe plus, par contre, c'est le schéma basal-bolus qui est gagnant. Alors regardez l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, c'est pratiquement toujours moins. Donc ça veut dire que l'association analogue du GLP-1, insulinothérapie basale, est pratiquement toujours gagnante en matière d'hémoglobine glyquée contre les schémas basal-bolus, avec un gain quand même qui reste relativement faible. Vous voyez qu'on est dans l'ordre des 0,2% d'hémoglobine glyquée. Si vous regardez les résultats sur le poids, c'est beaucoup plus impressionnant. Là, si vous regardez la moyenne, c'est toujours le schéma analogue du GLP-1, insulothérapie basale, qui gagne, avec des gains sur le poids qui sont des différentiels de poids qui sont de l'ordre de 3 à 4 kg. Et si vous regardez maintenant sur les hypoglycémies, eh bien vous voyez que le gain également est très en faveur des analogues du GLP-1 couplés à l'insulothérapie basale. Vous avez une réduction importante, vous le voyez, en pourcentage des hypoglycémies. Donc, si on regarde les choses, finalement, il est certain que c'est l'association analogue du GLP-1, insulothérapie basale, qui est globalement gagnante par rapport au schéma basal-bolus. Alors, je vais vous détailler quelques études pour vous rentrer un peu plus dans le détail. La première étude qui a été faite dans ce domaine-là, c'est une étude qui s'appelle l'étude 4B, qui avait été coordonnée par une diabétologue hollandaise qui s'appelait, je dis ça au passé parce qu'elle est malheureusement décédée, Michaela Diamant. Donc vous avez ici la courbe qui est la courbe exénatide plus insulothérapie basale, en l'occurrence glargine U100. Et ensuite, vous avez la courbe qui est ici l'association de la glargine avec de la Lispro, c'est-à-dire avec un analogue rapide de l'insuline. Vous voyez que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Sur le plan de l'efficacité, c'est exactement pareil. Si nous regardons maintenant les courbes des profils glycémiques 7 points, alors en pointillé, vous avez les courbes de profil glycémique avant l'instauration, la modification du traitement. Ici, vous avez en rouge la courbe avec le schéma basal-bolus, et en bleu, ou en violet, excusez-moi, en vert, vous avez la courbe exénatide plus glargine U100. Vous voyez que globalement, c'est à peu près la même chose, avec une notion quand même relativement importante, c'est que lorsque vous faites ça, vous amortissez les fluctuations glycémiques de la journée. Vous voyez que les fluctuations glycémiques ici, sur cette courbe qui est en vert, sont nettement plus faibles que les fluctuations avant l'instauration du traitement, c'est-à-dire la courbe qui était en pointillé. Continuons maintenant sur les hypoglycémies. Si nous comparons les hypoglycémies toujours dans cette étude 4B, les colonnes en rouge, c'est le schéma basal-bolus, les colonnes en bleu, c'est le groupe exénatide glargine. Vous voyez que les hypoglycémies mineures et les hypoglycémies diurnes sont moins fréquentes avec l'association exénatide-glargine. Pour les hypoglycémies nocturnes, dans cette étude, c'était exactement la même chose, mais globalement, on peut dire que les hypoglycémies sont moins fréquentes avec l'association exénatide plus insuline-glargine. Juste cette diapositive pour vous montrer la différence. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté. Le liraglutide analogue long
est un produit qui va agir plutôt sur les hyperglycémies basales. Le lixinatide analogue court est un produit qui va agir plutôt sur les hyperglycémies postprandiales. Alors ça, c'est une étude qui a été publiée il y a peu de temps, il y a 2 ans, et qui vous montre la courbe ici avec excusez-moi, la courbe en bleu, c'est le lixizélatide, et la courbe en rouge, c'est la courbe avec le liraglutide. Alors vous avez ici, vous le voyez, excusez-moi, je me suis trompé. Là, c'est le lixizélatide, donc vous avez la courbe en rouge qui est avant l'instauration du lixizélatide. La courbe en bleu, c'est après l'instauration du lixizélatide qui est injecté qui est injecté ici au temps 0. Vous voyez que ce que vous amortissez, c'est la montée glycémique postprandiale. Et vous voyez une deuxième chose que je vous avais racontée, c'est que le lixizélatide n'agit pas au-delà de 12 heures. Après, vous avez les courbes qui sont superposables. Quand vous donnez au contraire du liraglutide, c'est la même chose, c'est-à-dire du Victoza. Vous avez la courbe ici avant l'instauration du liraglutide, et puis après, vous avez la courbe après instauration du liraglutide. Vous voyez que globalement, qu'est-ce qu'on fait? On translate la courbe vers le bas sans amortir les montées glycémiques postprandiales. Donc vous avez ce concept, analogue court qui agit plutôt sur les glycémies postprandiales, analogue long qui agit sur les glycémies basales. Vous verrez que ça a une petite importance, cette affaire. Les études qui ont étudié la variabilité glycémique, cette fois-ci en comparant les schémas agonistes des récepteurs du GLP-1 plus insulothérapie basale contre les schémas basal-bolus, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y en a une qui a été publiée il y a 1 an, qui est l'étude Flat Sugar. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle montre? Vous avez ici toute une série d'index de variabilité glycémique, le coefficient de variation pour le glucose, la déviation standard, le MAGE, le mode. Vous voyez que globalement, au moins sur 2 paramètres, le coefficient de variation du glucose et le MAGE, qui est un autre index de variabilité glycémique, quand on donne l'agoniste des récepteurs du GLP-1 plus l'insulothérapie basale contre le schéma basal-bolus qui est représenté en rouge, vous voyez que c'est tout simplement le schéma agoniste des récepteurs du GLP-1 plus insulothérapie basale qui gagne contre le schéma basal-bolus. C'est la première étude qui a été faite dans ce domaine-là et qui montre ce type de résultats, bien que les résultats ne soient pas, il faut le dire, trop fantastiques. Voilà. Alors, l'adjonction d'un traitement par analogue du GLP-1 à un traitement antidiabétique en cours a-t-il un effet bénéfique ou délétère? Parce que c'est bien beau de faire baisser des glycémies, c'est bien beau de réduire le risque d'hypoglycémie, c'est bien beau de diminuer la variabilité glycémique, mais est-ce qu'on agit sur le long terme, c'est-à-dire grossièrement sur la mortalité cardiovasculaire et mortalité globale? Alors là, vous avez un certain nombre d'études. Je vous donne les résultats uniquement. Il y a 3 études qui ont été faites à ce jour. Alors c'est l'association, attention, c'est l'association d'un agoniste du GLP-1 à un traitement en cours. Ce traitement peut être déjà de l'insuline, c'est-à-dire une association de 2 préparations injectables, ou une association avec des antidiabétiques oraux. Donc vous avez 3 études à ce jour qui ont été faites. L'étude leader avec le liraglutide, l'étude Sustain 6 avec le semaglutide et l'étude ELIXA avec le lixizélatide. Ce que vous voyez globalement, c'est que quand on prend les études individuellement, nous sommes ici sur la mortalité globale, quelle qu'en soit la cause. Il n'y a qu'une seule étude qui a donné un résultat positif, c'est tout simplement l'étude avec le liraglutide, l'étude leader. Si par contre on fait la méta-analyse, c'est-à-dire si on poule les 3 études, eh bien à ce moment-là, on a un résultat qui est significativement positif, avec une chute, vous le voyez, de la mortalité globale, qui n'est pas quand même fantastique. Vous êtes à 0,89 de risque relatif, ça veut dire que vous avez réduit globalement la mortalité globale de 11%. Ce n'est pas considérable, mais enfin, c'est un résultat positif qui laisse espérer qu'avec cette association, on peut obtenir des résultats intéressants. Un autre problème, c'est que quand vous faites l'association, vous êtes obligé de multiplier les doses d'insuline. Si vous faites une association glargine-U100,
il y a 7 injections par semaine. Et si vous l'associez avec du liraglutide, par exemple, du Victoza, ça fait 7 injections de plus, ça fait 14 injections par semaine. Alors vous allez me dire, si vous faites un schéma basal-bolus, il y a 4 injections par jour, 7 fois 4, 28, il y a 28 injections par jour. Enfin, les gens n'aiment pas trop, surtout quand ils ont des diabètes de type 2, se piquer à longueur de journée. Donc les laboratoires ont inventé des coformulations, insuline basale, analogue du GLP-1 à rapport fixe, ce qui permet d'avoir dans le même produit les deux, bien sûr, substances injectables et de limiter le nombre d'injections à 1 par jour, c'est-à-dire qu'on passe de 14 injections par jour à 7 injections par jour. Donc en matière de contrainte pour le malade, c'est sûr, 7 injections par semaine, excusez-moi, de 14 injections par semaine à 7 injections par semaine. J'ai fait un lapsus, excusez-moi, j'ai vu que vous me suivez par conséquent. Alors les forces et les faiblesses de ces coformulations. Ces coformulations, j'aime pas beaucoup les coformulations. Que ce soit les coformulations avec les prémix ou les coformulations avec des antidiabétiques oraux, parce que vous avez, comme on le dit, des doses fixes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas moduler votre thérapeutique. Vous ne pouvez pas moduler la posologie des deux constituants. Et pour les coformulations qui associent des agonistes des récepteurs du GLP-1 à de l'insuline basale, ne regardez pas celle-ci, regardez celle-ci, puisque celle-là, elle a une réalité, elle est commercialisée sous le nom de Xulotofay. Alors c'est une association tout simplement d'insuline dégludec avec du Victoza, c'est-à-dire du Tresiba avec du Victoza. Alors la dose fixe, c'est ça, c'est quand vous avez 50 unités de dégludec, vous avez une dose correspondance de 1,8 mg de Victoza. 1,8 mg de Victoza, c'est la dose maximale de Victoza que l'on donne chez un individu, puisque les doses, c'est 0,6, 1,2, 1,8. Donc ça veut dire que si un sujet a besoin de plus de 50 unités d'insuline dégludec, eh bien vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé, tout simplement, vous êtes bloqué par le liraglutide qui ne va pas au-delà de 1,8 mg. Ça, c'est la preuve que ces coformulations, elles ont des avantages, bien sûr, en termes de contraintes pour le malade, mais elles vous bloquent, par contre, parce qu'elles sont à dose fixe et parce que vous ne pouvez pas moduler les proportions des deux constituants. Alors, ceci, c'est commercialisé, ça s'appelle donc l'IDEG-Lira, ça c'est le nom générique, et c'est commercialisé sous le nom de Xulotofay. Alors ce produit, nous l'avons actuellement en France, il est relativement coûteux. On ne comprend pas d'ailleurs en France pourquoi on n'a pas le Tresiba seul, pourquoi on n'a pas le Victoza seul, et pourquoi on a l'association. Il faudra m'expliquer un jour pourquoi ça a marché comme ça. Alors ensuite, une étude, j'allais dire que ceux-là, alors ils ont enfoncé des portes ouvertes. C'est une étude qui a été publiée quand même dans le Lancet Diabetes Endocrino il y a 3 ans, et qui vous montre, qui cherche tout simplement à comparer le dégludec seul, le liraglutide seul et la coformulation IDEG-Lira. Sans faire l'étude, vous auriez déjà pu prévoir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce que fait le dégludec? La dégludec, bien sûr, fait baisser l'hémoglobine glyquée. Le liraglutide seul fait baisser, courbe en rouge, l'hémoglobine glyquée, à peu près de la même façon. Et si vous associez les deux, comme dirait M. de la Palisse, vous faites baisser l'hémoglobine glyquée davantage, c'est la courbe en violet. Si vous regardez sur le poids, tout le monde sait qu'une insulothérapie, ça fait prendre du poids. Donc vous avez la courbe ici en noir de la prise du poids avec le dégludec. Si vous donnez du liraglutide, c'est ce qu'on a raconté tout à l'heure, ça fait perdre du poids, c'est la courbe en rouge. Donc ça aussi, c'est une vérité de M. de la Palisse. Et si vous associez les deux, courbe violette, eh bien, vous avez tout simplement une perte de poids intermédiaire. Vous avez un résultat intermédiaire. On aurait pu s'en douter. Et si vous regardez les hypoglycémies, il est certain qu'avec le dégludec, vous avez pas mal d'hypoglycémie. Avec le liraglutide, courbe en rouge, vous n'avez pratiquement pas d'hypoglycémie. Et si vous faites la coformulation, eh bien, à ce moment-là, si vous associez les deux, vous avez la courbe en violet, c'est-à-dire que vous avez moins d'hypoglycémie qu'avec le dégludec seul, mais vous en avez plus, bien sûr, qu'avec le liraglutide seul. Donc, comme je dis, ces types-là, ils ont enfoncé de merveilleuses portes ouvertes, mais enfin, ils en ont fait au moins la démonstration, que les portes peuvent s'ouvrir sans pousser. Comment choisir entre les différentes options thérapeutiques quand l'insulothérapie basale est un échec? Alors, donc, nous sommes ici, je vous le rappelle, je remonte cette diapositive,
nous avons le choix entre insulinothérapie de type basal-bolus et le choix entre insuline basale plus analogue du GLP-1. Alors là, je vous montre le diagramme, qui est le diagramme publié dans le consensus américain, plutôt dans le consensus américain-européen, puisque c'est le consensus, le position statement de l'ADA et de l'EASD. Donc vous avez une insulinothérapie basale seule, habituellement avec des ADO, qui est un échec. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez la voie de gauche, c'est-à-dire que vous partez vers l'insuline, en faisant dans un premier temps, autant que possible, des schémas pas trop compliqués de type basal plus, c'est-à-dire que vous associez un analogue rapide avant le repas qui, a priori, est le plus hyperglycémiant. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous rentrez dans les schémas basal-bolus, une insuline basale une fois par jour et 3 injections d'analogue rapide. Soit vous partez sur cette voie, c'est-à-dire la voie association à insulinothérapie basale, plus un analogue du GLP-1, éventuellement sous forme de coformulation ou sous la forme d'injections séparées. Alors si nous regardons les choses, la coformulation, c'est certain que sur le plan de la complexité, c'est la complexité la plus faible. Une injection par jour, et puis on ne se casse pas la tête. Ici, c'est un peu plus ennuyeux parce que vous êtes obligé de faire, je vous l'ai dit, 2 injections par jour, c'est-à-dire 14 injections par semaine. Donc complexité un peu plus forte. Si vous mettez ici, eh bien là, le nombre d'injections augmente au fur et à mesure que vous augmentez le nombre d'analogues rapides de l'insuline. Donc voilà les voies que vous avez. Donc vous avez ici les deux grandes voies thérapeutiques explicitées par le consensus américain. Alors première chose d'abord, si vous choisissez la voie basale-bolus, quand vous faites ça, vous allez augmenter la variabilité glycémique. Alors je vous montre ici une courbe de holter glycémique chez les diabétiques de type 2 traités par antidiabétiques oraux. Et en surimposition maintenant, je vous montre ce qui se passe sur des holters glycémiques, ce que vous faites chez ces sujets-là, un schéma insulinique. Alors là, c'était des schémas insuliniques qui étaient à la fois de type basal et de type basal-bolus. Mais vous voyez que vous augmentez nettement la variabilité glycémique avec des nadirs qui sont beaucoup plus bas et au contraire des pics qui sont beaucoup plus hauts. Donc vous amplifiez. Chaque fois que vous mettez une insulothérapie et chaque fois que vous l'optimisez, vous augmentez la variabilité glycémique, donc vous augmentez automatiquement le risque d'hypoglycémie. Alors, dans les seuils thérapeutiques, M. Bauduceau vous a dit tout à l'heure pour l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Si on veut obtenir un bon équilibre glycémique, il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 0,70 g par litre, parce qu'à ce moment-là, vous êtes en hypoglycémie. Et moi, j'ajouterai un 3e marqueur, qui est la variabilité glycémique, qui peut se quantifier avec le coefficient de variation. Et dans un travail récent dont je ne vais pas parler ici, la limite semble se situer à 36% entre les diabètes stables et les diabètes instables. Je pense que ce paramètre, un jour, les organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, devraient le mettre, parce que c'est aussi important, à mon avis, que l'exposition chronique au glucose ou que le risque d'hypoglycémie. À quoi ça sert tout ça? Alors, d'abord, quand on essaie de choisir la thérapeutique, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez le poids, vous avez le niveau de l'hémoglobine glyquée, et vous avez le risque d'hypoglycémie qui peut être quantifié de plusieurs façons, mais qui peut être quantifié avec la variabilité glycémique. Parce que la variabilité glycémique augmente, ça c'est certain, le risque d'hypoglycémie. Alors regardons le poids. Le poids est élevé, supérieur à 30 par kilo et par mètre carré. À ce moment-là, le choix s'oriente plutôt vers l'association analogue du GLP-1, insulinothérapie basale, parce que je vous l'ai montré, ça fait perdre du poids. Si par contre le poids est élevé, bon, à ce moment-là, si le poids est normal au contraire ou modérément augmenté, à ce moment-là, on peut très bien utiliser un schéma intensifié de type basal-bolus. Le niveau de l'hémoglobine glyquée. Si vous avez un niveau d'hémoglobine glyquée supérieur à 9%, les analogues du GLP-1, rappelez-vous ce que je vous ai montré, ça fait baisser l'hémoglobine glyquée de 1%. Donc si vous avez 9% d'hémoglobine glyquée ou supérieur à 9%, vous ramènerez votre sujet au grand maximum à 8%. Mais vous ne le ramènerez jamais dans les normes inférieures ou égales à 7%. Alors, 7%, ce n'est pas l'alpha de l'oméga,
puisqu'il faut bien sûr moduler le traitement en fonction de la vulnérabilité du patient. Si par contre vous avez une hémoglobine glyquée modérément augmentée, entre 7 et 9%, à ce moment-là, vous pouvez espérer ramener votre sujet dans des zones d'hémoglobine glyquée correcte, pas forcément en dessous de 7%, mais dans une zone qui ne sera pas très loin de 7%, 7,5% ou 8%, comme vous l'a dit tout à l'heure le professeur Baudusson. Et ensuite, vous avez le dernier risque, alors je me suis trompé de bouton, c'est la variabilité glycémique ou le risque d'hypoglycémie. Si vous avez un sujet qui est à risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité glycémique supérieure à 36%, eh bien à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à utiliser l'association GLP1, les agonistes des récepteurs du GLP1 plus l'insulothérapie basale. Par contre, si vous avez une variabilité glycémique qui est peu élevée, à ce moment-là, vous êtes en droit d'utiliser l'insulothérapie intensifiée. Je vous rappelle que l'insulothérapie intensifiée augmente la variabilité glycémique. Donc si vous avez un sujet qui a une variabilité glycémique qui est déjà forte, en intensifiant le traitement, vous allez encore aggraver ça et vous allez encore aggraver le risque d'hypoglycémie. Donc voilà moi comment je fais le choix. Ensuite, il y a un autre choix. C'est le choix entre 7 et 9%. Et c'est le choix entre les agonistes courts ou les agonistes longs. Je vous ai dit que c'était la zone des agonistes, mais encore faut-il savoir quel agoniste on va utiliser. Alors je vous montre ce petit schéma qui est le suivant. Regardez ce qui se passe quand vous êtes entre 7 et 8% d'hémoglobine glyquée. Vous avez ici l'exposition en vert qui est l'exposition normale au glucose, que tout individu a. En noir, vous avez l'hyperglycémie basale. Et ici, en jaune, vous avez bien sûr les hyperglycémies postprandiales. Vous voyez que quand vous vous déplacez de 7% vers 8%, vous avez à peu près une égalité entre l'hyperglycémie basale et postprandiale, avec une hyperglycémie postprandiale qui contribue assez largement à l'hyperglycémie globale de ces sujets. Par contre, quand vous êtes au-dessus de 8%, à ce moment-là, je peux vous le dire, il n'y a pas photo, c'est l'hyperglycémie basale qui prend le dessus, c'est la zone en noir, et l'hyperglycémie postprandiale devient quelque chose d'un peu accessoire. Donc, si vous raisonnez en fonction de ça, eh bien, vous apercevez qu'entre 7 et 9% d'hémoglobine glyquée, si votre sujet est entre 8% et 9%, et si vous choisissez la voie de l'agoniste des récepteurs du GLP1, eh bien, vous avez plutôt intérêt à mettre un analogue long type Victoza, puisqu'il va agir sur l'hyperglycémie basale. Si par contre vous avez un sujet qui est entre 7 et 8%, l'hyperglycémie postprandiale à ce moment-là a une contribution assez forte, et à ce moment-là, eh bien, vous avez la possibilité de mettre des analogues à vie courte. Mais les analogues à vie longue également vont être efficaces, puisque l'hyperglycémie basale contribue quand même assez largement à l'hyperglycémie globale. Donc si on veut raffiner absolument les choses, entre 7 et 8% d'hémoglobine glyquée, c'est plutôt les analogues courts, entre 8% et 9%, c'est plutôt les analogues longs, mais comme vous n'avez pas les analogues courts dans votre pays, eh bien le problème est réglé, vous mettez des analogues longs. Mais quand on a la possibilité, on peut moduler le traitement entre analogues courts et analogues longs. Le très gros problème, c'est que si vous mettez des analogues courts, il faut le mettre et il faut l'injecter avant le repas qui est le plus hyperglycémiant. Sinon, vous êtes obligé de faire 2 injections par jour. Alors, j'ai quelques remarques supplémentaires. Première remarque, étant donné que les analogues courts ont une action surtout postprandiale, étant donné que leur durée d'action est comprise entre 7 et 12 heures, c'est ce que je viens de vous dire, on devrait les administrer avant le repas le plus hyperglycémiant si on veut éviter de faire plusieurs injections par jour. Avec le Byetta, on conseillait de faire 2 injections par jour. Mais en fait, il faut regarder, si vous avez un repas qui est plus hyperglycémiant que les autres, il faut concentrer le Byetta ou le Lixumia, si on l'a un jour, sur le repas qui est le plus hyperglycémiant. C'est ce que les gens qui commercialisent le Lixumia ne veulent pas comprendre. Je leur ai toujours dit qu'ils n'y arriveraient jamais avec une seule injection et que si vous voulez promouvoir leurs produits, c'était avant le repas le plus hyperglycémiant
qu'il fallait le proposer. S'ils veulent maintenir leur message, le Ligjumia se fait une seule fois par jour. S'ils ne veulent pas comprendre ça, ils sont voués à l'échec. Il est donc indispensable de repérer quel est le repas le plus hyperglycémiant. Ça peut être le petit déjeuner, ça peut être le repas de midi, à choisir et à regarder. Alors, si vous faites, c'est ce que je vous ai illustré ici, par exemple, dans le cas le plus classique, le repas le plus hyperglycémiant, c'est le petit déjeuner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez un analogue court, en général, c'est avant le petit déjeuner qu'il faudra le faire. Donc vous avez un analogue court, il va écrêter ce pic, il va agir ici jusqu'au milieu de l'après-midi, et ensuite, bon, il n'agira plus. Donc que ce soit le Bieta ou le Ligjumia. Deuxième message, si on veut éviter 14 injections par semaine, c'est-à-dire de faire une injection de Victoza et une injection de Lantus ou d'Abazaglar par exemple, la première option que vous pouvez utiliser, c'est la coformulation, c'est-à-dire le fameux Ildeglira que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez sûrement un jour, et qui vous permet de réduire les injections à 7 par semaine. La deuxième option, c'est d'utiliser 7 injections de glargine par semaine et de faire tout simplement une injection d'un analogue long du GLP-1 une fois par semaine. Et dans ce cas, vous avez quoi? Vous avez 8 injections par semaine, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait faisable. Celle-là, je passe dessus. L'adjonction d'un traitement par analogue du GLP-1 à un traitement antidiabétique en cours réduit la mortalité globale, c'est là-dessus que je vais finir, mais je vous ai déjà montré la diapositive pour vous montrer que c'était quand même pas inintéressant cette affaire-là. Donc vous avez la diapositive qui est ici. Je vous rappelle les 3 grandes études, LEADER, SUSTAIN 6 et ELIXA, et en méta-analyse, ou tout au moins en poulant les données, vous avez une petite réduction de la mortalité, quelle qu'en soit la cause. Je ne vous ai pas montré la diapositive de la réduction de la mortalité cardiovasculaire, parce qu'on est positif sur l'étude LEADER, mais quand on fait la méta-analyse des 3 études, on n'est pas significatif. Donc c'est sur la mortalité globale que l'on joue en donnant des agonistes, des récepteurs du GLP-1, et je m'arrête là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va enchaîner de suite sur la dernière, et puis après on fera une discussion avec Bernard Baudusseau, Jean-Louis Schlienger, et là vous pouvez vous déchaîner et nous poser toutes les questions que vous voulez, dire ils ont dit que des bêtises ces types-là, ils sont formidables, etc. Bon. Alors attendez, il me faut le monsieur là, parce que ça paraît très compliqué, qui me mette la diapositive de la... Alors sur la dernière présentation qui va être courte, 20 minutes, pas plus, je vais reprendre un petit peu des choses que tu as dit, Bernard, mais en l'inscrivant dans une évolution historique. Genre, je vais partir de loin, alors ça va être la dyslipidémie, les fluctuations des recommandations en matière de dyslipidémie chez le diabétique, en partant de très loin, puisque je pars de Fredrickson dans les 65, et ça se termine aujourd'hui, donc c'est pour montrer comment il y a eu l'évolution des recommandations en matière de dyslipidémie dans le diabète sucré, et vous allez voir que ça évolue au cours du temps. Alors, essayez de me mettre la diapositive. Mais on aboutit aux mêmes conclusions, à peu de choses près. C'est rassurant. C'est pas simple, parce que je ne sais pas pourquoi l'ordinateur ne veut pas lire ma présentation, il veut lire que la clé. Alors, chaque fois, il ne veut pas lire une clé faite sur Mac et il n'est pas gentil. Comment? Eh oui. Voilà, nous y sommes, c'est bon. Bon, alors je commence. On peut y aller, donc.
Donc l'évolution des recommandations en matière de dyslipidémie, je reprends le titre que j'ai donné, l'arrêt long est difficile, les modes sont fugaces. Alors par contre, là maintenant, j'ai un problème. Ah voilà, troisième exemple. Donc, recommandation en termes de dyslipidémie du diabétique. Alors je vous rappelle le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que normalement, les recommandations, ça passe par des pics, par des creux, par des variations subites, et que notre but en tant que médecin, c'est d'essayer d'estomper ces enthousiasmes subis ou ces désillusions subites, représentées par la courbe en rouge, en brisé, par une courbe beaucoup plus continue, qui est la courbe en pointillé. Alors l'histoire des recommandations en matière de dyslipidémie, ça part à peu près en 1972. Frederickson, la classification de Frederickson, c'est en 1965, mais les premières recommandations qui ont été faites à partir de la classification de Frederickson, je vous rappelle que Frederickson, c'est le premier qui a établi une classification des dyslipidémies qui tenait la route et basée sur l'ultracentrifugation des lipoprotéines. Donc en 1972, les premières recommandations qui ont été établies par le même Frederickson. Alors qu'est-ce qu'elles disaient, ces premières recommandations? Elles ne sont pas spécifiques des diabétiques, elles sont faites pour tout le monde. Elles disaient la chose suivante: toutes les personnes dont le cholestérol sont considérées comme des sujets ayant une dyslipidémie ou méritant une attention particulière, c'est ce qui est écrit en bas. Ce sont tous les sujets dont le cholestérol est supérieur à 2 grammes par litre, et en ajoutant l'âge anandé à partir de 20 ans. Donc si vous aviez par exemple 30 ans, eh bien il fallait tout simplement avoir un cholestérol en dessous de 2,30 grammes, 40 ans en dessous de 2,40 grammes, etc. Et pour les triglycérides, c'était simple, ça n'a pas changé d'ailleurs, c'est 1,50 gramme par litre. Donc ça, c'était les premières recommandations faites par Frederickson. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé les grandes études épidémiologiques. J'en ai retenu 2. L'étude de Framingham, qui a été lancée dans cette petite ville du Connecticut dans les années 60-65, et dont les premiers résultats ont été donnés en 1974. Et ensuite, une deuxième étude, un peu plus tardive, qui est l'étude du Mr. Fit, qui veut dire Multiple Risk Factor Interventional Trial. Donc ces 2 grandes études sont des études de référence qui ont dit quoi? Qui ont dit la chose suivante. Alors la première étude, l'étude de Framingham, ici, elle a dit que chez les sujets non diabétiques, le risque augmentait avec le cholestérol, augmentait avec la pression artérielle. Elle a dit que les risques ne s'additionnaient pas, mais se multipliaient. C'est-à-dire, c'est la courbe ici, c'est la colonne qui est ici. Si vous êtes hypercholestérolémique avec une pression artérielle augmentée, vous multipliez vos risques. Ici, le risque est multiplié par 3, ici par 4. 4 fois 3, ça fait 12. Vous avez un risque multiplié par 12. Et quand on est diabétique, eh bien, toutes ces colonnes sont propulsées vers le haut et multipliées toutes par 2,5. Donc un sujet diabétique, hypercholestérolémique, alors là, hypercholestérolémique, attention, c'était à 3,35 grammes par litre. Sujet hypertendu, après ce que vous a dit M. Baudusseau, c'était 195 mm de mercure. Bon, toujours est-il que lorsque vous avez ces 3 risques, diabétique, hypertendu et hypercholestérolémique, vous avez un risque qui est propulsé carrément vers le haut et qui est extrêmement important. L'étude du Mr. Fit a dit exactement la même chose. Là, je vous ai montré une seule courbe. Bon, tout le monde sait que la mortalité augmente avec le taux de cholestérol. En vert, vous avez la courbe chez les non-diabétiques. Quand on est diabétique, eh bien, la courbe est exactement parallèle, mais tout simplement translatée vers le haut avec un facteur multiplicatif qui est à peu près de l'ordre de 2,5. Donc, à la suite de ces études, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a défini en 1994 un certain nombre de cibles à atteindre en termes de LDL cholestérol. Ce sont les cibles qui avaient été définies par le National Cholesterol Education Program et qui disaient, alors ça c'est vrai pour les sujets qui n'étaient pas diabétiques, et pour le diabète, la recommandation était de ramener le LDL cholestérol en dessous de 1,30 g par litre.
Nous sommes en 1994, après les études épidémiologiques dont je vous ai parlé. Ensuite, dans la tranche 97-98, apparaissent plusieurs choses. D'abord, les études d'intervention avec des statines. Et dans ces études avec les statines, il y avait des sous-groupes de diabétiques qu'on a analysés. Et puis ensuite, il y a eu la publication d'un certain Hafner, je ne sais plus s'il était à San Antonio ou à Dallas, je ne me rappelle plus, il était quelque part au fin fond du Texas, et je vais vous montrer ce qu'il a démontré en 1998. Alors, la première chose, d'abord, les grandes études d'intervention. Alors, des grandes études d'intervention, il y en a qui sont connues. La première, c'est l'étude 4S, mais il y avait un sous-groupe qui était consacré aux diabétiques. Vous avez ensuite toute une série d'études que je ne vais pas vous énumérer, il y en a 6. Et puis ensuite, il y a une méta-analyse qui a été faite de tout cela et qui a été publiée dans le Lancet en 2008. Et cette méta-analyse qui incorporait donc toutes les études qui sont citées là-dedans a sorti cette équation. Dans une population de plus de 18 000 diabétiques suivis sur une durée moyenne de 4,3 ans, il apparaît que chaque fois que vous faites baisser le LDL cholestérol de 0,39, en d'autres termes de 0,4 grammes par litre, vous diminuez la mortalité cardiovasculaire de 13%. Donc cette équation, elle est sortie de ces 6 grandes études après une méta-analyse. L'étude d'Hafner, qu'est-ce qu'elle a raconté? Alors vous avez ici le risque de décès de cause cardiovasculaire chez les non-diabétiques. Vous voyez que ce risque est relativement bas. Et puis chez les non-diabétiques qui avaient déjà fait un accident cardiovasculaire, un infarctus du myocarde. Vous voyez que le fait d'avoir fait un infarctus du myocarde, ça augmente très nettement, ça c'est la population tout venant, ça augmente très nettement le risque de décès. Chez les diabétiques, eh bien, on s'est aperçu de quoi? Que c'est chez ceux qui n'avaient pas fait d'accident cardiovasculaire, le risque était égal à celui des non-diabétiques qui avaient fait déjà un accident cardiovasculaire. Donc on a jugé, après cette étude d'Hafner, que les sujets qui étaient diabétiques sans avoir fait d'accident cardiovasculaire avaient un risque de maladie cardiovasculaire très élevé. Alors s'ils ont fait un accident cardiovasculaire, évidemment, c'est encore plus fort. Donc à partir de ces données, des études d'intervention, et à partir de cette étude d'Hafner, on a revu le fameux NCEP-ATP, a revu ses recommandations à la baisse. Je vous rappelle qu'en 1994, c'était inférieur à 1,30 g par litre. Le chiffre de 1,30 g, eh bien, il a été d'abord en 2001 révisé à 1 g par litre, et en 2004, il a été maintenu à 1 g par litre, avec une chose malgré tout que vous voyez apparaître, c'est que dans la population non diabétique, les sujets à haut risque cardiovasculaire, on leur recommandait de descendre en dessous de 0,70 g de LDL cholestérol. Et là, vous retrouvez les deux chiffres que vous a cités M. Baudusseau tout à l'heure, le chiffre de 1 g par litre pour le LDL cholestérol, et quand le sujet diabétique est à haut risque, le chiffre de 0,70 g. Tout ça, c'est sorti de ces études. Alors, on continue. Bon, ça, c'est tout simplement, ça ne fait que reprendre ce que je viens de vous raconter. Ici, nous sommes donc les études avec les statines. Nous étions ici en 2008. Après, M. Baudusseau vous en a dit quelques mots. Il vous a montré la photo du grand professeur Evin et du livre du professeur Evin et du professeur Bernard Debré, qui sont, je vous le dis, parfaitement incompétents en matière d'hypercholestérolémie. L'un est un neurologue et l'autre était un pneumologue. Donc le cholestérol, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'y comprennent rien, ils ont écrit n'importe quoi. Ça a été repris en plus par quelques énergumènes français, il y en a, qui ont raconté que c'était quasiment dangereux de traiter les sujets hypercholestérolémiques avec les statines. Et le dernier en date est une espèce de type qui est complètement fou, qui a raconté qu'il fallait... Alors il passe de temps en temps à la télévision, il raconte qu'il faut traiter uniquement les hypercholestérolémies chez le jeune à partir de 3,40 g. C'est bien ça, hein? C'est de l'orgeril, oui. C'est bien 3,40 g, je crois qu'il a sorti. Enfin, on est dans des taux de cholestérol. Donc, grossièrement, un sujet qui n'a pas 3,40 g de cholestérol à l'âge de 20 ans, on ne le traite pas par des statines. Bon. Donc ces gens-là, je les mets parmi les énergumènes irresponsables qui racontent n'importe quoi.
Si j'étais là, je dirais la même chose, d'ailleurs, je m'en fous, c'est pas mon problème. Alors, les dernières recommandations, 2017, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces recommandations? Elles sont un peu compliquées, à mon avis. Ce sont les recommandations qui ont paru cette année, qui paraissent annuellement dans le numéro supplémentaire de la revue américaine Diabetes Care au mois de janvier dans le supplément. Alors, elles nous racontent, c'est les recommandations, attention, pour les diabétiques, je m'entends bien. Donc, d'abord, le premier facteur, évidemment, c'est l'âge, moins de 40 ans, entre 40 et 75, au-dessus de 60. Là il y a une erreur, c'est au-dessus de 75. Donc, si vous n'avez aucun facteur de risque, alors les facteurs de risque, ils sont ici. Si vous avez un LDL cholestérol supérieur à 1 gramme, vous avez déjà un facteur de risque fort. Et puis, vous avez tous les facteurs de risque que M. Baudusseau vous a énoncés, l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'altération des fonctions rénales et l'histoire familiale d'athérosclérose précoce. Bon, si on n'a rien de tout ça, et si on a moins de 40 ans et si on est diabétique, les recommandations, c'est de ne pas donner de statine. Par contre, si vous n'avez aucun de ces facteurs de risque, mais si vous avez plus de 40 ans, il faut donner une statine à dose modérée. Si vous avez un facteur de risque, au moins un facteur de risque, le LDL cholestérol, je vous le rappelle, est un facteur de risque. Donc ça veut dire qu'un diabétique qui a plus de 1 gramme par litre de cholestérol, s'il a moins de 40 ans, il faut lui donner un traitement par statine à dose modérée ou forte. S'il a entre 40 et 75 ans, un traitement fort par statine. Et là, au-dessus de 75 ans, on considère qu'on peut donner modéré ou fort. Par contre, si on a une présence d'une athérosclérose patente, dans ce cas, quel que soit l'âge, c'est le traitement fort par statine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement quels sont d'abord les traitements dits par statine fort ou par statine modéré. Sont considérés comme traitements par statine modéré tous les traitements qui sont ici dans l'ovale en pointillé. Donc vous avez grossièrement la pravastatine à 20 mg, la pravastatine à 40 mg, la simvastatine à 20 mg et la simvastatine à 40 mg. Vous avez également l'atorvastatine, très utilisée, à 10 mg. Par contre, les traitements forts, c'est quoi? C'est soit la rosuvastatine, c'est-à-dire le Crestor à dose forte, et c'est l'atorvastatine à dose forte, 40 mg ou 80 mg. Donc ce que j'ai marqué modéré ou fort, c'est à partir de ce schéma qu'il faut se reporter à ce schéma pour savoir ce que veut dire le terme modéré ou fort. 2 diapositives supplémentaires. La distribution du LDL cholestérol dans une population normale, ce n'est pas une population de diabétiques, mais je pense que les diabétiques ont la même répartition du LDL cholestérol que les autres. Eh bien, si vous regardez la répartition du LDL cholestérol, la médiane se trouve à peu près aux alentours de 1,30 g, 1,40 g dans la population générale adulte, et vous voyez qu'il y a une toute petite fraction, à peine, qui est en dessous de 1 g par litre. Donc ça veut dire que si vous prenez les diabétiques et si vous considérez que le LDL cholestérol est un facteur de risque, ça veut dire que 90 ou 95% des diabétiques sont au-dessus de 1 g par litre, et donc il faut leur donner un traitement par statine, soit à dose modérée, soit à dose forte. Donc ça veut dire que pratiquement tous les diabétiques, presque tous les diabétiques, il faudrait leur donner des statines, sauf une marge extrêmement étroite de diabétiques jeunes qui ont un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre. Donc nous sommes, vous le voyez, très loin des élucubrations des Even, Bernard Debré et du fameux Delorgeril. Alors, dernière diapositive que j'aime bien, qui reprend un petit peu ce qu'a dit encore M. Baudusseau, c'est il y a 3 grands facteurs de risque, finalement, de maladies cardiovasculaires dans le diabète sucré. Cette diapositive est empruntée à un épidémiologiste finlandais qui s'appelle Laakso. Vous voyez que c'est assez ancien comme publication, 1997, mais ça reste toujours valable, cette affaire-là. Si vous prenez la maladie coronarienne, si vous contrôlez la glycémie, vous avez un effet bien sûr bénéfique, mais il n'est pas énorme. Ce qui fait la diminution du risque cardiovasculaire chez le diabétique, c'est surtout le contrôle de la dyslipidémie du diabétique. Alors, contrôle de la cholestérolémie, contrôle du HDL cholestérol, contrôle des triglycérides.
les cardiologues oublient de temps en temps qu'ils s'intéressent uniquement à l'hypercholestérolémie et ils oublient qu'en fait, la dyslipidémie du diabétique est une dyslipidémie d'insulinorésistance et hypertriglycéridémie plus diminution du HDL cholestérol. C'est donc en contrôlant la dyslipidémie que vous êtes le plus efficace. Si vous regardez les accidents vasculaires cérébraux, c'est à peu près égal. Hein. Contrôle de la glycémie, contrôle de l'hypertension, contrôle du cholestérol. Et si vous regardez le risque, j'ai mis amputation, c'est en fait le risque d'artérite des membres inférieurs, alors là, par contre, le contrôle de la glycémie est très important, et par contre, le contrôle de la dyslipidémie et le contrôle de l'hypertension est moins important. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas choisir, évidemment. Vous n'allez pas dire à tel diabétique, vous, je ne vous traite pas parce que finalement, je m'en moque que vous fassiez une maladie coronarienne. Donc, finalement, on est obligé de traiter l'ensemble, c'est-à-dire de contrôler à la fois la dysglycémie, de contrôler à la fois la dyslipidémie et de contrôler, bien sûr, la pression artérielle. Donc ça, c'est pour montrer que le traitement, c'est l'ensemble, et c'est sur cette diapositive que je vais m'arrêter. On va se mettre peut-être là-haut pour faire la discussion avec la salle. Donc, alors là, on discute tout, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, posez les questions et on y va. Peut-être, monsieur Al-Azraq, vous faites... Oui.